Direct et démarrer. Allez, on y va. Voulez-vous vraiment démarrer? Oui. Bonjour à tous et bienvenue à ce CJ d'Expert Day, notre 4e épisode qui durera 1 heure, donc de 11 h à midi. Pour m'accompagner, eh bien, j'aurai plusieurs personnes à mes côtés. On aura tout d'abord Françoise. Bonjour. Voilà. Françoise, excusez-moi, voilà. Olivier. Bonjour à tous. Voilà. On aura aussi Magali. Bonjour à tous. Et on aura enfin Laurent. Oui, bonjour à tous. Voilà. Donc, pour tout d'abord cette séquence, eh bien, nous allons commencer assez rapidement à vous présenter donc le planning, avec tout d'abord la facture électronique qui sera présentée par Magali. Ensuite, on aura la présentation de nouveautés autour de Microsoft Office 365 avec Olivier. Enfin, le calendrier fiscal et social avec Olivier et Laurent Grenouillet. Enfin, je prendrai un peu la parole sur la partie partenaire et interopérabilité. Et enfin, on finalisera cette présentation trimestrielle avec la présentation de la roadmap 2022. Eh bien, sans plus attendre, je vais donner la main à Magali qui va nous présenter la facture électronique 2024-2026. Merci beaucoup Myriam et bonjour à tous. Donc, je suis, pour me présenter, donc directrice du Product Management sur l'entité Petites Entreprises chez Cegid et j'ai également la responsabilité de la facture électronique pour l'ensemble de nos applications du groupe. Donc, c'est avec plaisir que je vais vous parler de ce sujet-là aujourd'hui. Et avant de démarrer, je vais vous présenter 2 postulats, 2 constats. Pourquoi ça ne fonctionne pas? J'arrive pas à faire avancer les slides. Ah si, non? C'est toi qui les fait avancer, Myriam? Bon. Donc, le premier, c'est que 100% des entreprises françaises vont être concernées par cette réforme. Ce qui peut sembler absurde, c'est que même celles qui n'envoient pas de facture vont l'être, puisque les entreprises aujourd'hui qui font du B2C avec un logiciel de caisse et donc qui sortent des clics Z rentrent dans le périmètre de cette réforme. Le deuxième sujet à avoir en tête et qui vous concerne directement, c'est justement le risque de complexité à venir pour l'ensemble de vos collaborateurs et de vos clients et le fait qu'il faut anticiper d'ores et déjà l'impact que va avoir cette réforme dans vos processus de collaboration. En termes d'agenda, je vais vous parler rapidement du contexte et des objectifs de cette réforme, voilà, quel est le périmètre de la réforme, son calendrier en matière de déploiement, quel sera l'enjeu et quel est le positionnement choisi par Cegid, et puis surtout, comment est-ce que vous, experts comptables, vous allez pouvoir accompagner efficacement vos clients dans ce changement. Donc, quelques mots sur le contexte et sur les objectifs de la réforme. De manière générale, dans le monde entier, en fait, cette réforme n'est pas quelque chose qui est initié uniquement par la France. Cette réforme qui vise justement à mieux contrôler la collecte de la TVA a déjà été déployée dans beaucoup de pays que vous voyez ici en vert, qui sont des pays sur un modèle que l'on appelle le modèle de contrôle de transactions continues, dont l'objectif est de faire en sorte que lorsqu'une entreprise va envoyer une facture à une autre entreprise, au préalable ou en même temps de cet envoi, il y a une transmission d'informations qui est faite à l'administration fiscale pour que l'administration fiscale ait connaissance de cette transaction et puisse enregistrer justement toutes les informations, notamment relatives à la TVA. Les pays que vous voyez ici en jaune orangé, dont la France est partie aujourd'hui, sont des pays qui sont en modèle de ce qu'on appelle le post-audit, c'est-à-dire que le contrôle de TVA se fait a posteriori de l'échange de cette transaction. Et donc, en fait, tout l'enjeu de cette réforme autour de la facture électronique, c'est pour la France de passer, je dirais, de la couleur jaune-orangé à la couleur verte, c'est-à-dire d'un modèle post-audit à un modèle de contrôle de transaction continue. Ceci ne s'est pas fait du jour au lendemain, c'est une réflexion qui se fait dans le temps et qui s'est accompagnée de plusieurs étapes. Tout d'abord en 2013, lorsque l'État a reconnu la facture électronique comme une facture originale. Puis ensuite en 2017-2020,
dans le cadre des échanges avec l'administration lorsque vous aviez un fournisseur qui était fournisseur de l'État ou des collectivités locales, ce qu'on appelle le B2G pour Business to Government en anglais. Ces échanges donc étaient faits de manière obligatoire et sont dorénavant donc faits de manière obligatoire en électronique vers Chorus Pro. Et la prochaine étape, donc la prochaine échéance 2024-2026, va concerner tous les échanges B2B, c'est-à-dire les échanges entre entreprises, ou bien également les échanges B2C, les échanges avec les particuliers, donc sur un volume de transactions et de factures très conséquent, puisque ça va être à plus de 20 milliards d'échanges par an. Donc à terme, toutes les entreprises en fait seront concernées par cette réforme. Les échanges déjà mis en place en termes de factures électroniques sont donc pour le B2G, donc pour Chorus Pro sur le territoire national français. Demain, ce qui va être imposé, c'est l'échange de factures électroniques en B2B en France. Et pour les échanges et les transactions en B2C et les factures émises vers l'international, il y aura ce que l'administration et ce que la DGFiP, donc la Direction générale des finances publiques, appelle le e-reporting, c'est-à-dire une télédéclaration, donc une extraction de données qui sont importantes pour l'administration fiscale et que chaque entreprise devra donc transmettre à l'administration fiscale, et on verra juste après les modalités de cette transmission. Donc sont concernés en fait dans ce périmètre et les factures de vente et les factures d'achat. Je ne sais pas pourquoi j'arrive plus à avancer. Si. 4 objectifs principaux derrière cette réforme qui sont annoncés donc par la DGFiP. Le premier, la DGFiP souhaite qu'à travers cette automatisation et cette dématérialisation, que les entreprises puissent réduire leur délai de paiement, puisque justement les échanges vont se faire de manière instantanée, temps réel. Elles ont aussi une meilleure visibilité sur les statuts des différentes factures et pourront gagner en productivité grâce à ces échanges. Et en plus, les clients finaux ne pourront plus dire qu'ils n'ont pas reçu du coup la facture et que c'est la raison pour laquelle ils ne souhaitent plus payer. Deuxième objectif, le pré-remplissage des télédéclarations de TVA, qui vous concerne donc tout particulièrement. Le troisième, améliorer la détection de la fraude. Et à mon sens, c'est plutôt l'objectif principal de la DGFiP, même s'ils ne mettent qu'en troisième, puisqu'on sait que la fraude à la TVA représente environ 15 milliards chaque année. Et enfin, la possibilité pour l'État de connaître à tout moment l'activité des entreprises en temps réel sur le territoire national. Alors, quelques mots maintenant sur cette réforme. Cette réforme, en fait, une facture électronique, c'est une facture qui est à la fois émise, transmise, reçue au format électronique. C'est-à-dire qu'une facture en papier qu'on aurait scannée n'est pas considérée comme une facture électronique. Doivent être garanties l'authenticité de l'origine du document, son intégrité en termes de contenu et sa lisibilité. Aujourd'hui, ce qu'il est possible de faire, c'est qu'une entreprise peut très bien envoyer par email un PDF en pièce jointe. Demain, dans le cadre du B2B, avec cette réforme, cela ne sera plus possible. 2 choses principales vont changer avec la réforme. Je suis désolée, j'ai du mal à passer au slide suivant à chaque fois. Je ne comprends pas pourquoi. Ah, voilà. Donc 2 choses vont changer avec cette réforme. Tout d'abord, le format de la facture. Un simple PDF ne sera plus autorisé puisque ce qui importe à l'administration fiscale, c'est cette notion de e-reporting, de télédéclaration, c'est-à-dire d'extraction de données issues de la facture. Et donc, en fait, les formats de demain, 3 formats vont être acceptés par l'administration, sont des formats qui contiennent des données de nature structurée. Donc, on parle de format notamment XML. Donc, il va y avoir 3 formats acceptés. Le format FactureX, qui est un format PDF qui contient en pièces jointes du PDF des données structurées, qui sera donc le format pivot et utilisé donc par Cegid pour l'ensemble de nos applications. Et puis 2 autres formats qui sont des formats purement techniques XML, autorisés donc par l'administration, le format C2I et UBL. Ce qui va aussi changer, c'est le mode d'acheminement, puisque l'envoi par email ne sera plus possible. Il faudra passer par des plateformes, soit des plateformes d'ordre privé, on parlera alors de PDP, pour plateforme de dématérialisation partenaire, soit la plateforme publique. Donc aujourd'hui, vous connaissez sous le nom de Chorus Pro, qui demain s'appellera le PPF, pour le portail public de facturation.
Et donc, la transmission et les échanges entre le vendeur et l'acheteur se feront par ces plateformes. Et ces plateformes auront aussi pour objectif de transmettre le e-reporting donc à l'administration fiscale. Un point important aussi, c'est qu'en fait, on aura des échanges de statuts entre l'acheteur et le vendeur. Et comme je le signalais tout à l'heure, l'acheteur ne pourra plus dire au vendeur, je n'ai pas reçu la facture que vous m'avez transmise. Désolée, je n'arrive pas. Voilà. En termes de calendrier, donc le calendrier de déploiement, toutes les entreprises auront une obligation de réception dès le 1er juillet de 2024. Ça veut dire que dès le 1er juillet 2024, toutes les entreprises en France devront choisir une plateforme pour réceptionner leur flux, soit une plateforme privée ou publique. De même pour l'obligation d'émission, donc celle-ci va se faire dans le temps pour les grandes entreprises dès le 1er juillet 2024, les ETI 1er janvier 2025 et les TPE, PME 1er janvier 2026. En termes de positionnement Cegid, notre objectif, c'est de vous éviter la situation la pire dans laquelle vous pourriez vous retrouver, qui est celle que j'ai essayé de décrire ici, à savoir que si vous avez un acheteur qui est connecté à une PDPC, un autre acheteur qui est connecté à une autre PDPD, un troisième acheteur connecté au portail public, demain, vous allez devoir vous connecter à ces différentes plateformes ou récupérer d'une manière ou d'une autre de la part de ces différents acheteurs toutes les factures qu'ils auront reçues de la part de ces différentes plateformes. Notre objectif à nous, chez Cegid, c'est justement de simplifier cette relation et toute cette complexité technique. Je suis vraiment navrée. Je ne comprends pas ce qui se passe. Non, voilà. Et de faire en sorte que la relation justement avec vos acheteurs, quels qu'ils soient, dès lors qu'ils sont connectés à la PDP Cegid, on leur mettra à disposition. Donc aujourd'hui, vous utilisez par exemple les box avec vos clients. Donc à travers justement ce composant-là, on simplifiera l'expérience et on vous permettra d'avoir une expérience complètement intégrée à vos applications pour faire en sorte que vous vous concentriez sur l'accompagnement de vos clients et que nous, côté Cegid, on gère toute la partie complexité technique. Donc, comment bien accompagner vos clients dans cette transition? Tout d'abord, quels sont les bénéfices que vous et vos clients allez pouvoir tirer de cette réforme? Tout d'abord, des bénéfices en termes de productivité, puisque l'intégration des factures reçues pourra se faire de manière automatisée dans votre outil de production comptable. Vous utilisez peut-être d'ores et déjà nos solutions d'intelligence artificielle pour cela. Donc là, en fait, ça ne fera qu'améliorer et qu'accélérer cette intégration. Pour vos clients, ils pourront du coup partager instantanément les factures qu'ils reçoivent avec vous et puis ils pourront aussi planifier le paiement en ligne de ces factures à la date souhaitée. Quant à l'émission des factures, peut-être que vos clients TPE ne souhaiteront pas s'équiper de solutions de facturation et que c'est peut-être un service que vous pourrez du coup leur offrir pour envoyer, suivre et les factures et faire la relance. Et puis pour ceux qui utiliseront une application, ils auront une traçabilité en quasi temps réel ainsi qu'un suivi des statuts de l'ensemble des factures émises et des délais de paiement associés. Donc c'est vraiment une meilleure collaboration pour les deux parties, ainsi qu'un meilleur respect des délais de paiement pour les TPE. Donc, la manière que vous avez de les accompagner, justement, et il va falloir anticiper, puisque nous avons 4 millions de TPE qui, au 1er juillet 2024, se verront dans l'obligation de recevoir des factures qui seraient émises au format électronique. Et donc, on n'a que 2 ans pour les accompagner, 2 ans et demi pour les accompagner à cela. Donc, il va falloir redéfinir vos processus de travail, former vos collaborateurs à la fois à cette réforme, mais surtout à leur métier de demain et à leur manière de collaborer avec leurs clients demain. Mettre en place justement pour les TPE tous les processus en matière de réception de factures, quelle sera la plateforme à choisir, comment réceptionner les factures des grands facturiers qui seront les premiers à les émettre, comment gérer cette dualité entre un mix par facture électronique, facture papier. Et puis ensuite, prévoir aussi l'obligation d'émission et de e-reporting, vérifier que toutes les données de facturation sont bien présentes dans les factures qui sont émises, compléter le cas échéant, par exemple le numéro de SIRET des clients qui va devenir un champ obligatoire, également choisir la plateforme d'émission ou la solution conforme. Donc voilà le chantier sur lequel nous allons pouvoir collaborer avec vous et vous accompagner tout au long de ces 2 ans et demi à venir. Et je vais finir par un dernier slide si ça le veut bien. J'ai vraiment un problème pour passer. Voilà. Mon dernier slide.
Donc, quelle transformation pour vous, cabinet, demain? Donc, repenser peut-être le modèle économique, puisque la saisie des factures demain deviendra en partie complètement automatisée. Donc, pensez aussi à la collaboration avec la TPE qui recevra à travers une plateforme privée au public les factures. Et puis, dernier point, donc l'accompagnement de vos collaborateurs dans cette transformation. Voilà, j'en ai terminé et je vous remercie à tous pour votre écoute. Merci en tout cas pour cette explication extrêmement claire. Je vais juste reprendre la main si tu veux bien, voilà, et puis passer la parole à Olivier, qui est sans plus attendre, que vous connaissez évidemment tous. Et je vais juste repartager mes slides. Hop. Et voilà. Je te laisserai défiler le PowerPoint, hein, et moi je prendrai la main quand je ferai des présentations. Ça marche. Donc, moi, je me présente quand même. Donc, Olivier Guillot, je suis donc chef de produit. Donc, à ce titre-là, je mets en œuvre la roadmap, hein, qui a été définie en amont avec Françoise, avec le product management. Voilà, donc je vais donc évoquer un sujet important pour nous qui nous occupe déjà depuis un bon nombre de mois, pour ne pas dire d'années, c'est la mise en place de Microsoft Office 365. Alors, je vais juste faire un tout petit résumé technique, en fait, hein, pour repréciser le chantier concerné. En fait, hein, quand vous êtes en SaaS et que vous souhaitez ouvrir un document Word Excel, en fait, pour l'instant, il s'ouvre dans votre session Citrix et on utilise en fait les applications Office qui sont installées sur notre plateforme. Vous doutez bien que ça ne plaît pas vraiment à Microsoft et Microsoft nous demande effectivement que vous, utilisateurs en fait d'applications Office, vous utilisiez vos propres licences Office 365. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a été amené à faire évoluer nos solutions et qui vont trouver un aboutissement enfin concret sur cette année 2022. Donc là, je vais vous présenter un petit peu comment ça va s'orienter dans le temps. Donc là, en fait, depuis janvier, donc depuis en fait la version que vous avez reçue la semaine dernière, donc depuis le 6 janvier, lorsque vous êtes en fait un utilisateur administrateur, vous avez droit en fait tous les jours à un petit message qui vous avertit en fait que vous devez en fait avoir la capacité de vous connecter à votre compte Microsoft Office 365 pour bien vérifier que vous avez bien mis vos licences à tous les utilisateurs concernés. Hein, donc ça, c'est je vous le montrerai tout à l'heure, hein, c'est un message d'incitation, mais qui pour l'instant n'a aucun impact fonctionnel. C'est simplement donc vous alerter sur la mise en place effectivement de cette administration des comptes Office 365. Concrètement, en fait, on va effectivement commencer la transition vers le monde online à partir donc de la fin du premier trimestre ou avril. Bon, on verra encore, c'est pas tout à fait défini. On verra en fonction des retours de premiers pilotes qu'on va mettre en place. Mais le principe, c'est en fait de commencer par imposer l'application Office Word 365 en lieu et place de Word Desktop dès le mois d'avril. Donc ça veut dire que concrètement, dès que vous allez ouvrir un document Word, et je vous le montrerai tout à l'heure, en fait, on ne va plus utiliser l'application sur la plateforme, et effectivement, on va uploader le document sur le OneDrive de l'utilisateur, et il pourra donc travailler son OneDrive dans Office Word Online. Et on va faire pareil aussi donc, sur la partie Excel hors FTS et sur la partie aussi Outlook, notamment, vous utilisez Outlook pour une fonction qui s'appelle SendMail, c'est en fait l'envoi des factures de l'AGI directement aux utilisateurs. Et puis aussi, on est en capacité de synchroniser le calendrier, donc tous les rendez-vous que vous avez dans Outlook et les contacts. Donc ça, c'est la première partie, entre guillemets, qui nous fait pas trop peur parce que vous allez le voir en fait, hein, pour l'utilisateur final, ça change pas grand chose. Bon, on clique sur un document Word ou Excel, finalement c'est Word Online qui s'ouvre et non pas le Word bureautique classique. Ça va pas changer grand chose. Par contre, nous on travaille en complément sur des évolutions quand même beaucoup plus lourdes en ce qui concerne les FTS, les feuilles de travail spécialisées qu'on utilise dans la révision intégrée.
vous n'êtes pas sans savoir que la révision intégrée, et singulièrement les feuilles de travail spécialisées, utilisent des liens OLE. Ces liens OLE, dans le cadre en fait du coup de l'utilisation d'Office 365 en ligne, ne seront plus possibles. On ne peut pas garantir une communication directe entre le monde extérieur entre guillemets, voire de Microsoft et notre plateforme SaaS. Donc il faut complètement revoir en fait ces liens OLE. Et donc, on travaille en fait sur une ADIN, qui va s'appeler ADIN Révision, et dans laquelle on va travailler soit en OData, soit via des API, pour effectivement notamment remplacer tous les get cumul, les get info qui sont utilisés dans CFTS. Donc, notre objectif, hein, vraiment, d'ici donc le mois de juin 2022, c'est donc de réécrire en fait toutes les FTS standards, pour qu'on puisse effectivement donc, proposer dès la fin du premier semestre l'utilisation en lieu et place des FTS standards qui étaient en lien OLE. On utilisera des nouvelles FTS. Bon, ça se fera de manière totalement transparente pour l'utilisateur. À chaque fois qu'il va rouvrir en fait un dossier de révision, si tant est que la FTS justement n'avait pas été déjà ouverte, on n'ouvrira non plus une FTS ancienne génération OLE, mais une FTS qui comportera donc cette nouvelle. Et puis donc on va se laisser en fait environ 3 mois pour qu'on puisse former certaines personnes chez vous, en tout cas vous donner les moyens d'utiliser les outils permettant pour vous aussi de modifier toutes les FTS en fait standards que vous avez créés au niveau du cabinet, pour qu'effectivement vous soyez en capacité à les modifier et à les intégrer dans vos propres standards. Puisque l'idée, c'est effectivement à partir de fin septembre 2022, cette fois-ci, de vraiment ne plus pouvoir utiliser Microsoft sur notre plateforme et donc être complètement en usage en ligne. Voilà donc pour cette... Olivier, on a une question concernant les liens GED. Est-ce qu'ils pourront se faire finalement de manière assez automatique? Alors, pour les liens GED, on va avoir exactement la même problématique. Hein. C'est qu'une GED qui, pour l'instant, contient des documents Excel qui eux-mêmes ont des liens OLE, ces liens OLE ne pourront plus fonctionner directement. Donc, il faudra effectivement revoir les documents déposés en GED qui contenaient des liens OLE pour proposer une autre technologie. Ok. On me pose aussi la question concernant les licences Office 365, savoir si c'est des licences online, Exchange, en local. Alors, moi, je ne suis pas un grand spécialiste en fait technique, hein, mais ce que je peux dire, hein, c'est que tout client qui est passé en SaaS, donc avec nous, hein, on lui a forcément en fait communiqué en fait on lui a vendu entre guillemets des licences Office 365 et donc il a normalement capacité de gérer son parc de licences et s'il y a besoin de plus de licences, du reste c'est possible, hein, il peut le faire, hein, mais effectivement et c'est bien pour ça qu'il faut s'assurer dès aujourd'hui qu'effectivement le cabinet a bien le nombre de licences suffisant pour pouvoir effectivement utiliser Office 365 en ligne. Je sais que Myriam, tu peux du reste en dire un peu plus. Je confirme complètement en fait. Normalement, tous les clients Cegid, équipés de Cegid Quadra et Cegid Expert ont une licence Office 365 qu'ils peuvent utiliser pour justement ce lien Office 365 et particulièrement le lien online. C'est ça. On parle de l'écran administrateur. Il y avait une petite question sur les liens OLE, les matrices OLE. Est-ce qu'il faudra les revoir? Voilà. Eh ben oui, c'est effectivement ça en fait. Hein. C'est bien pour ça qu'effectivement on va laisser un petit peu de temps, hein, puisque nous, on est en train de finaliser les outils techniques qu'on va utiliser pour remplacer les liens OLE. Hein. L'idée, c'est d'accompagner au maximum nos clients pour pas que ce soit en fait un blackout du jour au lendemain. Hein. C'est bien pour ça qu'effectivement, de toute façon, dans la révision intégrée pendant un certain nombre de mois, il y aura simultanément des liens OLE qui fonctionneront encore et des nouvelles FTS, si tant est que le cabinet utilise des FTS complètement standards. Hein. Et ce n'est effectivement qu'assez progressivement qu'on demandera au cabinet de remplacer toutes ces FTS. Donc on se fixe un objectif à fin septembre, ça veut dire qu'effectivement au moins pendant 3 mois, la période d'été, au moins cette période-là, le cabinet devra effectivement revoir ses propres matrices, hein, et mettre à jour ces différents standards. Donc on essaye justement de mettre en place des outils simples à utiliser pour que en fait ce qui était faisable en lien OLE soit assez facilement faisable aussi en utilisant notre ADIN de révision avec des API intégrés.
Mais effectivement, il va y avoir un minimum de travail, un travail qui peut être relativement conséquent, si effectivement le cabinet a largement personnalisé et modifié les FTS que l'on propose en standard. Ok, je te redonne la main pour la démo. Voilà, donc juste en fait, hein, avant de rentrer concrètement dans le produit, je voulais donc vous repréciser cet écran-là. Donc pour ceux qui nous écoutez là, qui sont administrateurs, tous les jours, si vous n'avez pas répondu en fait à la question, enfin aux deux questions qui sont présentées ici, bah, tous les jours on vous repropose cet écran-là pour vous justement vous sensibiliser, vous alerter sur le fait que vous devez en fait administrer en fait hein, vos abonnements Office 365. Et pour ce faire, en fait, vous avez dû recevoir, quand vous êtes passé en SaaS, un mail en fait dont l'objet était donc nouvel abonnement Microsoft Office 365 pour Cegid a été activé. Hein, et donc en fait, on vous invite donc à revérifier votre messagerie éventuellement sur le mois sur lequel vous êtes passé en SaaS, puisque vous avez dû recevoir votre identifiant administrateur et le mot de passe, hein, vous permettant de vous connecter à la plateforme en fait Microsoft. Et c'est dans cette plateforme que vous pouvez donc administrer toutes les adresses email, toutes vos licences en fait que vous attribuez à vos collaborateurs. Donc c'est vraiment, j'ose espérer, je pense, hein, que bon nombre d'entre vous connaissent parfaitement en fait ce compte administrateur et vous y allez régulièrement pour mettre à jour en fait les licences que vous devez affecter et utiliser pour tous les collaborateurs. Mais en tout cas, ça va devenir effectivement vite indispensable. Donc on parlait effectivement de mars-avril hein, pour les premiers usages. Donc il faut effectivement vous assurer que vous savez, vous connaissez votre mot de passe, votre compte administrateur, et donc vous êtes en capacité d'administrer toutes les licences Office 365. Puisque effectivement, ça va devenir un incontournable. Vous allez progressivement basculer en fait de l'utilisation de notre licence en fait Office de la plateforme pour mettre en place progressivement donc l'utilisation de votre Office 365. Et justement à ce niveau-là, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Myriam, par rapport à ça. Non, je crois que tu peux passer à la démonstration. En tout cas, je voudrais rassurer toutes les personnes qui sont autour de ce micro que la présentation va vous être transmise et que vous aurez une procédure qui sera transmise aussi pour cette évolution. Tout à fait. Et en tout cas, vous allez voir en fait là les premiers usages, hormis FTS, hein, qui est vraiment le point sensible, hein, mais l'usage entre guillemets d'Office online par rapport à Word Desktop, vous allez voir, finalement ça ne change pas grand-chose, hein, c'est assez simple. Hein. Donc je vais partager mon écran. Vas-y Olivier, et puis hop, attends, je prends la main. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon, on voit Teams. Voilà, et on voit ton écran. Vous voyez mon écran, hein, voilà. Donc en fait, là, je me suis connecté sur le bureau, je suis sur l'état de synthèse en fait du DP d'un client, enfin peu importe. Hein. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est qu'effectivement, là, je me mets dans l'hypothèse où un client a d'ores et déjà entre guillemets basculé tous les documents Word vers le Word Online. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on va avoir besoin en fait d'ouvrir un document Word, et automatiquement, on va uploader le document sur le OneDrive de l'utilisateur et on va ouvrir Office 365 en ligne. Donc pour ça, je vais prendre un petit exemple tout bête. Hein, je me mets sur le DP du dossier. Voilà, donc en fait là, donc il m'ouvre la jet de Cegid. Hein. Voilà. Donc ici, voilà. Donc là, moi, je mets sur un document, peu importe, hein, c'est pas le but, hein, c'est pas une présentation de la GED. Donc là, je suis dans un sous-répertoire, en fait, un classeur où il y a différents documents, notamment un petit document docx hein, que je viens de créer pour la circonstance. Regardez bien, quand je double-clique en fait sur ce document pour l'ouvrir, hein, jusqu'à présent, on ouvrait directement Word. Là, on va faire un petit peu différemment. Donc, on va uploader le document dans le OneDrive de l'utilisateur. On va donc ouvrir le OneDrive et à ce moment-là, ici, donc il va me demander, parce que je lui ai demandé de ne pas de me laisser la main sur savoir sur quel OneDrive je dois ouvrir le document, mais sachant qu'une fois qu'on a répondu à un identifiant
on peut tout à fait le garder hein, et ne plus avoir besoin de répéter en fait cette authentification. Moi, je le fais pas pour que ce soit un peu plus didacticiel entre nous. Voilà, et donc là, du coup, j'arrive dans mon OneDrive et là, j'ouvre Office 365 en ligne. J'ai fait un document extrêmement basique, hein, j'ai mis juste un petit texte, hein, mais après, l'idée, c'est de pouvoir, effectivement, si on a besoin, le modifier, soit directement en restant sur la version 365 en ligne, soit éventuellement l'ouvrir dans l'application antique. Mais voilà, donc pour l'utilisateur, finalement, ouvrir un document Word, si ce n'est qu'effectivement il est plus directement dans son application bureautique, ça change pas grand-chose et effectivement, on va avoir les mêmes éléments. Donc là, je peux refermer ça, c'est pas le problème. Si je reviens, en l'occurrence, dans ma GED, je peux très bien, à ce moment-là, au niveau de mon document, le réintégrer. Alors, encore une fois, on n'a pas forcément l'idée de réintégrer le document dès qu'on a fini d'utiliser, de la même manière que ce que vous faites pour l'instant, vous laissez vos documents Word ouverts, X documents ouverts. Là, donc, vous pouvez soit le réintégrer effectivement à ce moment-là, soit en tout état de cause, si vous décidez de quitter l'application GED, hein, et bien là, de toute façon, nous, on regarde, on sait en fait quels sont les documents qui ont été ouverts dans la GED, et on peut à ce moment-là, effectivement, décider de les réintégrer. Ce qui va nous donner en fait le fait d'utiliser l'application online pour les documents Word et je dirais surtout pour les documents Excel, je pense à la révision intégrée, on va du coup vous donner la possibilité de partager un document. Donc ça veut dire que lorsque vous attendez quelque chose éventuellement d'un client concernant, je ne sais pas moi, un détail d'inventaire, quelque chose que vous n'avez pas, vous pouvez très bien en fait ouvrir le document dans votre OneDrive, le partager avec votre client, et puis votre client, lui, il va le mettre à jour quand il peut, et donc après, vous pourrez le réintégrer lorsqu'il aura été mis à jour. Alors, je parle d'un client, mais ça peut être aussi d'un autre collaborateur. Hein, donc, ça ouvre des possibilités qu'on n'avait pas hein, en ouvrant évidemment Word sur son bureau. Donc là, voilà, je réintègre le document, et donc maintenant, je reviens en fait sur mon bureau et terminé. Et donc voilà, donc là, cette première étape en fait, hein, donc qui ne va pas jusqu'au FTS, mais qui continue, mais qui fait tout le reste, c'est-à-dire donc Word, Excel et Outlook, ça va arriver progressivement entre mars-avril et jusqu'à fin juin en fait. Hein, voilà. C'est comme ça qu'on va effectivement pouvoir progressivement ne plus utiliser les applications Office avec notre plateforme, mais progressivement vous demandez d'utiliser vos propres licences Office 365. Là, j'en ai à peu près fini avec cette première présentation. On va peut-être repartager entre guillemets le PowerPoint. Myriam, si tu veux reprendre la main. Oui, bien sûr, oui. Hop là, tac, diffuser en direct. Voilà, alors à moins qu'il y ait d'autres questions sur cette partie-là, mais... Oui, il y a pas mal de questions, en fait, il y a pas mal de questions sur le fait d'utiliser en online ou en local, en fait, avec le bureau. Donc, comme tu l'as bien démontré, tu ouvres le document en online et avec le petit clic en haut, en fait, vous pouvez choisir d'ouvrir le document sur votre bureau, comme si, je dirais, comme c'était avant. Exactement, tout à fait. Alors, je pense que dans 80-90% des cas, on n'a pas forcément besoin d'aller l'ouvrir en fait en environnement bureau, hein, en client lourd entre guillemets. Hein. Mais c'est vrai que certaines fonctions n'existent pas en fait sur les versions online. Donc effectivement, c'est donc envisageable, pourquoi pas, de faire des modifications non pas en online, mais en le redescendant sur son application Word Bureau. Donc là, il y a aussi des personnes qui commencent à voir l'intérêt de dire, donc on pourra gérer tous nos documents sur notre OneDrive, si on veut. Et on peut le faire dès à présent, si on souhaite y passer complètement. Hein, voilà. Écoute, il y a pas mal de questions. Je te laisse peut-être y répondre au cours de cette conférence. On va passer au calendrier fiscal et social. Ouais. Je ne peux pas mettre deux images à l'écran, mais tu seras accompagné de Laurent Grenouillet sur la partie sociale. Donc, je te laisse la main sur la partie fiscale. Ok, Hop, là. je continue. Donc, Ouais.
Je pense que vous l'avez remarqué, en fait, on a mis à jour le calendrier fiscal depuis le 21 décembre, en fait, donc depuis Itachi, vous en avez l'habitude, là, il y a un petit bouton en forme de calendrier et vous pouvez effectivement zoomer et voir en fait quelles sont donc les échéances qu'on a prévues hein, pour la mise à disposition donc, des millésimes 2022 pour toutes les déclarations fiscales. Donc effectivement, donc ça c'est opérationnel, il n'y a pas de problème. Et on a fait en complément une KB, hein, vous savez, donc c'est par CG Life, enfin sur une base de connaissances, on a la KB 33077 qui fait exactement la même chose hein, et qui permet effectivement d'avoir aussi le calendrier fiscal. Alors, pour des raisons évidentes, on ne va pas maintenir longtemps en fait deux documents qui font exactement la même chose. Donc, je vous le précise ici, prochainement, ce n'est pas encore défini, mais ce sera sans doute avec la mise à jour du 8 février pour la mise à jour de la TVA. Le bouton que vous utilisez dans Etafi et qui permet d'accéder directement en fait au calendrier prévisionnel, l'URL qui est utilisée, c'est-à-dire celle-ci, va être remplacée par cette URL-là, donc on va arriver directement sur la KB 33077. Donc, juste un petit message pour vous qui peut être important, c'est que tous les collaborateurs donc, qui souhaitent visualiser ce calendrier fiscal prévisionnel, hein, et ben, s'ils veulent le faire, ils devront du coup se connecter sur CG Life, et donc il faut absolument qu'ils aient un compte CG Life. Hein, mais on le rappelle très très souvent, de plus en plus on communique au travers de CG Life, et donc il faut vraiment donc, que vos collaborateurs concernés puissent effectivement accéder à CG Life, et donc accéder notamment à toute la base de connaissances. Donc voilà, donc ça sera a priori pour le 8 février. Alors, en ce qui concerne les autres nouveautés qui sont arrivées donc, le 6 janvier, hein, donc en mode SaaS, hein, le 6 janvier, une mise à jour. Hein, voilà, donc le premier élément de mise à jour, c'est en fait Satisfied Exchange, donc ce qu'on appelle CFE, hein, intégration des relevés bancaires. Donc je vous rappelle, hein, déjà depuis, je crois que c'était octobre, hein, on avait mis en place CFE pour les fichiers TRA et les TRA images, les fichiers zip. Donc là, on continue en fait hein, nos évolutions fonctionnelles dans ce domaine-là. Donc au travers de la brief fonctionnelle Satisfied Exchange, donc on utilise en fait l'Azure Storage hein, pour pouvoir effectivement intégrer divers documents. Donc on a commencé par les fichiers TRA. Là maintenant, avec la version donc, du 6 janvier, vous avez la possibilité d'intégrer des relevés bancaires. Les fichiers, bon, en principe, point date. Hein. Donc ça, c'est, enfin, je pense que c'est important. C'est un changement en fait d'intégration qui peut être majeur. Hein, et donc ça, c'est opérationnel. Hein, donc ça transite par le CD par l'Azure Storage. Et puis donc ce qu'on demande en fait simplement entre guillemets, c'est que pour qu'on puisse intégrer ces fichiers-là, il faut que le répertoire ETBAC que vous utilisez pour l'intégration des fichiers ETBAC ne soit plus un répertoire local, donc sur un poste client, hein, mais il faut que ce répertoire, c'est assez logique, soit dans l'espace bureautique, donc le répertoire I. Hein, mais ça, je vous renvoie en fait à la fiche version qui précise ça. On a mis en place un nouveau concept permettant en fait d'imposer l'accès à CGIS Expert au travers de Quick Launch. Alors, ça nous a valu quelques déboires en fait jeudi dernier, puisqu'il y a eu un petit problème en fait sur le mode d'activation. Donc certains en ont fait malheureusement les frais, on s'en excuse, mais tout est rentré dans l'ordre. Donc en fait, hein, vous avez la possibilité d'imposer à tout ou partie de vos collaborateurs de rentrer non pas par le bureau, hein, mais par ce petit module Quick Launch qui permet d'accéder directement en fait, soit à la paye, soit à la compta, etc., etc. Voilà, donc ça c'était mis en place depuis le 6 février. Deux autres éléments, je laisse de côté volontiers la révision intégrée, j'en parlerai justement après. Deux petits éléments, de petits quick wins, on dirait, hein, qu'on pourrait dire qu'on a mis en place. C'est pour la partie DAS2, donc qui vous occupe un petit peu ces temps-ci. On vous propose en fait pour les dossiers qui ne sont pas en engagement et donc qui n'ont pas en fait de compte auxiliaire fournisseur, de pouvoir en fait recopier d'un millésime sur l'autre les fiches d'honoraires, ce qui vous évite en fait de ressaisir le numéro sirène, l'adresse, la profession, etc., etc. Il vous reste plus qu'entre guillemets à indiquer le montant des honoraires, des commissions, etc. que vous devez déclarer au titre de 2021. Donc, hein, c'est possible pour tous les dossiers qui ne sont pas donc en engagement.
Et puis, une petite évolution, parce qu'on y tient, on essaie toujours d'améliorer en fait les capacités d'automatisation d'écriture, et on y reviendra un petit peu plus tard. Au niveau des guides de trésorerie, vous le savez, vous avez la possibilité de dupliquer des guides de trésorerie. Dorénavant, vous avez la possibilité, au moment de la duplication, d'indiquer le journal concerné. Ce qui fait que ça va modifier automatiquement le compte de contrepartie. Et donc, comme ça permet de dire ce qui était faisable comme critère de reconnaissance sur la BNP, je le duplique pour le Crédit Lyonnais, etc., etc. Voilà. Et puis donc, une assez grosse nouveauté qui arrive qui est arrivée le 6 janvier et qui est complètement en phase avec le légal qui existe depuis maintenant 1 an à peu près, c'est pour la mission d'examen de conformité fiscale, l'ECF. Au titre de l'ECF, alors vous le savez, depuis le mois d'octobre, dans le DP, vous avez la possibilité de cocher une petite boîte qui vous permet de dire ce dossier, il est en ECF pour une période de X années, et c'est tel prestataire, souvent le cabinet, qui effectivement se charge de faire cette mission-là. Donc ça existe depuis le mois d'octobre. Là, ce qu'on a rajouté, c'est justement de rajouter un cycle conditionnel. Donc un cycle conditionnel qui est donc évidemment lié à cette condition-là. Est-ce que la boîte à cocher ECF a été mise en place? Et à partir du moment où effectivement cette mission est déclarée dans le DP, on vous propose en fait un nouveau cycle, le cycle M, mission d'examen de conformité fiscale, et qui comporte les 10 points de contrôle complémentaires que vous devez faire dans le cadre de cette mission. Et là, je vais peut-être reprendre la main pour montrer un petit peu ce qu'il en est. Donc là, je vais repartager mon écran. Voilà. Est-ce que ça marche? Je suis toujours là. Donc voilà, donc en fait, quand on est, je vais peut-être le repréciser quand on est dans le DP, voilà, sur mon dossier, quand je suis sur la partie fiscale, vous avez, depuis le mois d'octobre, cette petite information complémentaire, donc examen de conformité fiscale pour une période de X temps avec tel prestataire. Alors, évidemment, avec le millésime 2022, la partie liasse fiscale sera automatiquement mise à jour pour que vous n'ayez pas à ressaisir. Mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plus la partie révision intégrée. Donc, du coup, dans la révision intégrée, si je reviens dans la compta, dans les traitements courants, dans le plan de révision, étant donné que ça a été coché, du coup, je retrouve effectivement la mission d'examen de conformité fiscale. Donc, si je rentre dans cette mission d'examen de conformité fiscale, je retrouve donc un objectif de révision. Donc, on précise à l'utilisateur un petit peu le cadre légal lié à cette mission complémentaire. Et puis, donc, on retrouve les 10 points de contrôle qui sont demandés par le décret qui a été publié le 13 janvier 2021, qui encadre assez singulièrement en fait les obligations de contrôle complémentaires que vous devez formaliser. Et donc, par rapport à chacune de ces diligences, on y a associé des feuilles de travail spécialisées, des feuilles de travail en lien ELE. Donc, du coup, vous voyez ici que la grosse différence par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que là, j'ouvre directement Excel sur le poste local. Et donc, c'est bien cette partie-là qui effectivement évoluera d'ici la fin du premier semestre. Et donc là, je vais retrouver ici. Ça a du mal à se mettre à jour, c'est un petit peu étonnant. Je retrouve ici en fait, un petit questionnaire en fait, sur ces points de contrôle. C'est étonnant, pourquoi ça ne se met pas à jour? C'est l'effet des mots, on va dire. Sachant qu'on n'a plus que 16 minutes. C'est assez étonnant. Là, il ne veut pas. Ouais, je vais le fermer. C'est très étonnant. Bon, dommage, mais tu donnes la parole à Laurent en fait. Ouais, voilà, on va passer au calendrier social. Mais donc en plus, cette feuille Excel va en prendre une autre. On va bien voir si je prends une autre feuille Excel. Ça devrait. Ça me plaît mieux. Voilà. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, je n'ai toujours pas la main en fait là. Non, je n'ai toujours pas la main. Je comprends pas. Je te propose qu'on passe au calendrier social avec Laurent. En tout cas, merci. C'est pas tout à fait fini. Vas-y. C'est pas tout à fait fini, donc c'est pas très grave. Mais donc voilà, donc là c'est vraiment Excel qui s'ouvre et donc ça a été mis à disposition depuis le 6 janvier. Et puis on va essayer pendant la paix, je dis bien essayer, j'espère qu'on va pouvoir le faire, c'est de proposer donc. Comme vous avez l'attestation de présentation des comptes annuels, on va essayer de vous proposer pour la PF 2022 l'attestation en fait de conformité fiscale.
qui sera donc dans la partie annexe de votre application Metafi. Alors, je voulais revenir un tout petit peu avant de passer la main à Laurent sur des éléments donc, qui vont arriver donc, avec la prochaine version du 20 janvier. Donc, en principe, dans ce idée, on parle que de choses qui sont déjà arrivées, mais là, c'est dans 15 jours, donc je résiste pas, entre guillemets, au plaisir de vous présenter. En fait, pour tous les dossiers que vous avez en tenue comptable, vous allez disposer automatiquement d'un nouvel indicateur dans le bandeau. En fait, vous voyez ici, j'ai le taux d'automatisation du dossier. Donc, c'est en fait Il faudrait que tu fasses le partage, Olivier. Refais le partage, s'il te plaît. Ah, j'ai pas fait le partage. C'est bête. C'est bête. Hop. Partager. Là. Voilà, tu as bien fait de le montrer. Ouais, mais du coup, on voit ou on voit pas du coup? Oui, c'est bon. On voit automatisation, oui. On voit Voilà. peut-être pas la pop-up. Hein. Donc, effectivement, ici, donc, ça, je peux cacher ça, peut-être, voilà. Donc ici, donc, on voit donc le bandeau qui contient du coup une nouvelle information, c'est donc le taux d'automatisation du dossier. Donc là, évidemment, c'est le rêve, hein, c'est 100%, parce que moi j'ai un petit dossier de test, hein, mais évidemment, l'objectif, c'est de s'approcher de cette limite absolue. Hein. Et donc, ça vous indique comme ça, dossier par dossier, quel est le taux d'automatisation, c'est-à-dire le taux d'écriture qui ont été générés automatiquement et qui n'ont pas été modifiés manuellement. C'est vraiment les écritures qui sont vraiment purement arrivées automatiquement, soit par cache, soit par conciliator, soit par ETBAC, soit par la révision intégrée, etc. etc. Toutes les écritures automatiques. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir donner un peu plus d'informations. Donc ici, je peux zoomer il me donne toujours l'information du mois précédent. Comme on est au mois de janvier, il me donne le mois de décembre. Et donc, ici, il m'indique que le pourcentage d'évolution par rapport au mois précédent, le mois précédent, je n'avais pas d'écriture, donc forcément, je vais augmenter de 100%, je suis passé de 0 à 100%, donc la flèche est vers le haut. L'idée, c'est toujours que la flèche, entre guillemets, monte un peu pour qu'on s'améliore de mois en mois. Et puis, on a la possibilité aussi de travailler en exercice, tout simplement. Donc là, de travailler l'exercice de 2020 par rapport à 2019. Et puis là, on voit qu'on est passé de 48% à 80%, donc une hausse de 32%, qui est quand même assez sympathique. Et puis on peut aller plus loin, on peut dire, je voudrais voir le détail. Donc là maintenant, du coup, on affiche en fait toutes les catégories en fait de journaux. Donc il y en a jusqu'à 7, on affiche que celles qui sont utilisées. Donc la partie achat, les banques, caisses, OD, ventes. Donc ça vous donne comme ça une idée assez précise de ce qui a été automatisé, des zones de progrès, entre guillemets, sur lesquelles il est possible de faire mieux, etc. Okay. Et puis, d'une manière un peu complémentaire... Olivier, il faut te couper la parole, je crois. Oui, je crois qu'il veut qu'on te coupe la parole. Ouais. Il nous reste tu remonteras la prochaine fois. Ouais, et la prochaine fois, tu passeras en dernier. Ah, je passe en dernier. Bon, ok. Bon, je m'arrête là. Et juste pour dire après, quand même, qu'effectivement, le partage, l'envoi des dossiers juridiques vers l'Exis sera effectif pour nous avec la version du 20 janvier également. Ok, merci. Et je m'arrête là. Je te passe la main, Laurent. Donc, alors, je vais faire un peu plus court, mais j'ai un slide, mais je vais en dire des choses quand même. Si tu peux repartager. Voilà, donc... J'ai été trop long. J'ai fait un rappel sur l'AKB existante, donc qui rappelle le timing de diffusion des produits de paie ressources humaines. Donc vous pourrez aller voir, mais il n'y a rien d'exceptionnel, puisque en fait, tout a déjà été livré dans la version que vous avez, la version du mois de décembre. J'ai refait ici quand même un petit rappel, alors sur la partie légale, puisque la paye est quand même bien rythmée par la partie légale, pour rappeler ce qui avait été fourni, et puis en termes d'obligations, ce que vous pouvez déjà faire. Donc le produit que vous avez vous permet maintenant de faire les DSN de type amorçage. C'est ce qui permet de pouvoir, lorsque vous avez un nouveau salarié qui arrive, de récupérer tout de suite le taux, notamment récupérer le taux pour le prélèvement à la source, ne pas attendre d'avoir une DSN et de 2 mois suivants pour avoir les éléments. Donc cette partie-là permet de faire une action directement. Le salarié rentre, on fait une DSN d'amorçage et ça envoie directement au DGFIP les informations. Donc ça, c'est un vrai plus en termes de confort d'utilisation et puis de confort par rapport au client. Pareil pour quand le salarié arrive pour
préamorçage auprès de ces organismes complémentaires, sa mutuelle, la prévoyance, enfin l'ensemble des éléments, pour que dès que le salarié rentre dans la société, on puisse tout de suite déclencher tous ces éléments-là. Donc c'est une DSN qui est de type particulier, qui est type amorçage, qui est facultative. Donc tous les éditeurs n'en font pas tous les éléments. Toutes les caisses d'ailleurs ne sont pas toutes prêtes à les recevoir, mais en tout cas les principales, celles qui nous intéressent, la DGFIP, fait déjà ce traitement-là. Le deuxième élément qui a été intégré, c'est la DSM de type FCTU. Donc, c'est le fin de contrat de travail unique. Jusqu'à maintenant, vos collaborateurs, ils utilisent plein d'outils. Ils font peut-être encore de l'AED, ils font peut-être de l'AED web, ils font peut-être des signalements sur le FCTU, le FCT, qui est un ancien format DSN. Là, maintenant, normalement, au 1er janvier, tout ça devrait être arrêté au profit du FCTU. Bon, la réalité, c'est qu'on est le 1er janvier et l'administration a toujours pas fermé tous les autres chemins d'accès. Enfin, en tout état de cause, demain, ça devrait être le cas. Demain, progressivement, sur l'année 2022, ils vont fermer les accès pour que ça soit tout au profit du FCTU. Donc, la version que vous avez, elle permet déjà de traiter cette partie-là et permet de remplacer. La plupart de vos collaborateurs, ils utilisent tous l'AED. C'est un ancien format qui est anciennement sur la N4DS. Donc, vous voyez, c'est vraiment des vieux outils. Donc, il y a tout ce qu'il faut maintenant pour être capable de le traiter. La version du mois de décembre, elle intègre le nouveau cahier des charges. Toutes les années, le DSN fait des changements, amène des améliorations. Et donc, pour en bénéficier, il faut bénéficier du nouveau cahier technique de l'année suivante, donc le 2022. Cette année, il y a des éléments concernant la caisse des congés payés. Et puis, il y a une chose importante qui est la collecte maintenant directement par la DSN de la taxe de formation professionnelle et la taxe d'apprentissage, qui jusqu'à maintenant étaient dans les process autres. Et là, maintenant, ils doivent rentrer dans ce dispositif. Donc, les plans de paye qu'on propose, alors, j'en parle pas, mais tous les plans de paye qu'on propose, conventionnels ou plans de paye standard, ils intègrent, là, depuis la dernière mise à jour, ils intègrent les rubriques adaptées. Mais pour pouvoir faire fonctionner réellement la DSN, donc ça, c'est-à-dire pour faire une DSN au 5 février et 15 février, il faut que vous ayez la version installée. Mais la plupart, vous êtes tous en SaaS, la version est installée. Voilà, et puis j'ai fait une petite vision sur l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer sur l'année 2022, enfin sur cette année. Alors il y a encore des sujets qui sont encore d'actualité. Normalement, il devrait y avoir une nouvelle simplification du bulletin de paye. Enfin bon, entre guillemets, simplification, hein. Enfin, donc une nouvelle maquette. On devrait travailler sur les DSN pour les travailleurs non salariés. Un gros chantier qui arrive à la fin de l'année, qui est le recouvrement des cotisations retraite par les URSSAF. Donc, en 2023, 1er janvier 2023, tous les organismes, tout le monde, alors hormis prévoyance, tous vont être collectés par l'URSSAF. Donc, il y aura probablement des petits travaux à faire d'adaptation dans vos bacs de paye pour intégrer ces éléments-là. Nous, l'application permettra de faire des automatismes, mais ça, c'est plutôt pour la fin de l'année. Voilà, donner de la visibilité. Et puis, pour finir, les travaux qu'a montré tout à l'heure Olivier sur les travaux Office 365, on a la même problématique pour les documents Word pour faire les contrats de travail et puis les tableaux Excel. Donc, comme l'indiquait Olivier, progressivement, la méthodologie qui a été mise en place va progressivement être implémentée dans les applications. Et donc, le rythme d'ici fin juin, il y aura une version tous les mois, ça va s'intégrer progressivement. On aura le remplacement de la partie Office, mais ça va être transparent pour les utilisateurs, comme l'a montré Olivier. Il y a juste à un moment donné le chemin qui sera différent. Super. Voilà pour la petite paye. Merci Laurent pour cette présentation express. Donc moi aussi, je vais faire extrêmement express sur la partie partenaire et interopérabilité. Ce que je voulais vous indiquer, c'est que cet écosystème s'est beaucoup développé cette année, entre autres en particulier pour les migrations qui étaient opérées, hein, puisqu'on en a opéré un certain nombre, et donc il fallait absolument se connecter à plein d'acteurs, solutions que vous utilisez. Toutes celles qui ont une petite étoile sont en cours, donc on a Libéo, Regat, MoveApps, CJXRP Flex, CRM, Talentsoft et BI
qui sont en cours. Et sinon, donc, je voulais juste faire un petit zoom sur Lexis avec ce qui a été annoncé avec Olivier, qui arrivera donc avec une connexion avec notre juridique le 20, avec nos applications le 20 janvier. On finit avec la roadmap, avec entre autres, évidemment, Françoise. Voilà, et donc, on voulait juste vous donner un petit peu une vision. Cette vision, en fait, on l'a construite autour de vos processus du cabinet. On a refondu à la fois, je dirais, l'approche du métier, l'approche fonctionnelle selon les étapes que vous viviez au quotidien, donc la collecte, la compta, la révision et la restitution. Et donc, pour chacune de ces étapes, eh bien, il y a des fonctionnalités qui vont être rajoutées au cours de l'année. Alors, des fonctionnalités qu'on vous a déjà présentées en fin d'année dernière et puis certaines qu'on vous a montrées là. Et les grandes nouveautés qui arriveront, je dirais, sur l'année 2022, c'est la connexion avec Cégide Professions Libérales, destinée donc aux professions libérales, comme ça l'indique, en particulier dans le monde médical. Et donc, la possibilité de mettre à disposition cette solution en marque blanche auprès de vos clients finaux. Et puis, la connexion aussi de gérer gérer ma boîte. Comme il nous reste 4 minutes, écoute, je vais te laisser la parole, Françoise, sur la présentation de la roadmap. Voilà, alors là on a essayé de vous représenter la roadmap telle qu'elle va sortir en 2022, donc sous réserve qu'il n'y ait pas des changements de priorisation, mais en tout cas pour l'instant c'est comme ça qu'on va vous la sortir. En grande ligne, en fait, on travaille sur 5 axes de développement. La première, c'est la sécurisation et la réduction de la dette technique, où notre objectif principal, c'est de réduire les temps où vous n'avez pas accès aux applications. Ça arrive encore trop à notre goût et on veut éradiquer tous les petits problèmes qui font que de temps en temps, vous n'avez pas accès aux applications. Le deuxième point, c'est le légal, donc légal, fiscal et social, comme nous ont expliqué Olivier et Laurent à l'instant, et également l'accompagnement vers tout ce qui est e-facture, donc notamment sur le trimestre 3, on va essayer de vous accompagner au niveau de la facturation, en tout cas de Cégide Expert, sur la partie e-facture. Côté intégration Office 365, on va surtout y travailler sur ces 2 premiers trimestres pour que, à partir de juin 2022, vous puissiez être exclusivement en Office 365 si vous le souhaitez. Effectivement, il y aura sans doute des ajustements sur le 3e trimestre s'il y a des problèmes. Et on a également prévu de vous accompagner pour tous ceux qui ont des FTS spécifiques, de vous accompagner pour faire ce changement de logique. Dans la partie modernisation, nous allons travailler sur tout ce qui est automatisation comptable, donc notamment l'intégration avec Cégide Conciliator, mais également, c'est pas la bonne roadmap, là, c'est bizarre. C'est la roadmap de Quadra, celle-là. Notamment également sur la partie saisie EBIX. La partie saisie EBIX, notamment l'ouverture auto des exercices fermés. Nous allons également vous proposer courant de l'année un dashboard de digitalisation du cabinet pour vous aider également à automatiser. Donc, vous avez vu la petite vignette avec le pourcentage d'automatisation du dossier comptable. L'idée, c'est de pouvoir vous fournir une vision plus globale et détecter, par exemple, s'il y a des écritures de caisse qui sont saisies et qu'elles ne sont pas automatisées, peut-être que ça veut dire qu'il faut proposer un outil de saisie de caisse ou automatiser en tout cas l'intégration des écritures comptables associées à la caisse de votre client. Voilà, et côté interopérabilité, donc connexion avec les offres Cégide. Donc, Myriam vous a parlé de XRP Flex, donc du CRM de XRP Flex. Il y aura Cégide Gérer ma boîte, il y aura la partie Flow aussi. Et également, on va pouvoir ouvrir les dossiers comptables de Loop. Si vous avez commencé à faire votre bascule vers Loop à partir du bureau de Cégide Expert. Voilà pour les grands axes, donc j'ai pas... Voilà. Et également en fil conducteur, de nouvelles API qui vont petit à petit enrichir
notre bouquet d'API. Super, merci. Voilà, en 3 minutes. En 3 minutes, c'était un peu rapide. On a été, je pense, assez ambitieux, il faut le dire, sur cette présentation de ce jour. Mais on est arrivé à tenir le délai. Donc, le rappel de la date, prochaine présentation, c'est le 22 avril à 11 h. Donc, bien écoutez, je propose que vous avez été très nombreux aujourd'hui et on vous remercie en tout cas de vous inscrire dès maintenant pour le 22 avril avec toujours les mêmes liens qui vous seront donc transmis dans ce PDF à l'issue de cette présentation. Comme ça, vous pourrez recliquer assez rapidement. Hein, d'ici 24 heures et 48 heures au plus tard, vous aurez la présentation ainsi que le replay et vous pourrez réécouter autant de fois que vous le souhaitez. On a 45 questions, donc on va essayer de les traiter voilà, autant que possible et répondre à quelques questions auxquelles on n'a pas répondu, en particulier vis-à-vis d'Office, et puis entre autres la facturation. On vous remercie en tout cas pour votre attention et on vous souhaite une belle et heureuse année et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.